remercie de m'avoir conviée et associée à cette deuxième rencontre. Quand on m'a demandé de parler de la chirurgie de la jonction, je me suis dit, oh, je vais m'amuser. Finalement, quand on parle de la jonction oesogastrique, c'est une entité qui a longtemps été mêlée soit à l'œsophage, soit à l'estomac. Et c'est réellement dans la fin des années 90 où on a commencé à vraiment l'identifier comme une entité à part, avec un pronostic qui semblait dans les études relativement plus sombre et une incidence qui était en augmentation justement, comme le disait Dr Bailotti, par rapport aux œsophagites peptiques, etc. On commençait à en voir de plus en plus et une diminution de l'incidence de l'œsophage en tant qu'épidermoïde et de l'estomac distal. Face à ce pronostic relativement plus sombre, l'attitude a été justement d'adopter une approche multidisciplinaire où la chirurgie gardait relativement sa place, mais où les autres thérapeutiques, à savoir la chimiothérapie, la radiothérapie et de plus en plus les thérapies ciblées, commençaient à gagner énormément de terrain. Quand on parle de cancer de la jonction œsogastrique, on ne peut pas passer à côté du reflux œsogastrique et de l'endobrachioœsophage, ou l'œsophage de Barrett, où la définition d'après le Collège américain de la gastroentérologie retient une languette de muqueuse anormale visible à l'endoscopie au-dessus de la jonction œsogastrique et correspondant en histologie à une métablasie glandulaire et qui est associée à un risque relatif quand même de 30 fois plus important. L'obésité, le tabac, on les retrouve bien sûr comme facteurs de risque. Pour classifier cette entité, justement, ça a été déduit par le fait que c'est une entité qui a un pronostic différent, aussi bien de l'œsophage que de l'estomac. Donc l'individualisation s'est faite en premier lieu, et c'est la classification de référence, en tout cas pour nos chirurgiens pour une grande partie, c'est la classification de SIDA qui partage la jonction en 3 tranches, c'est-à-dire le 1, pardon, si j'arrive. Le 1, c'est au-dessus de la ligne Z de 5 à 1 cm. La périligne Z entre 1 cm au-dessus et 2 cm au-dessous, c'est le type 2. Et le 3, bien sûr, c'est le versant gastrique de la jonction. Les points forts de cette localisation a été essentiellement sur la sanction thérapeutique où le type 1 s'apparentait beaucoup plus à la localisation œsophagienne. Le type 3, bien sûr, à la localisation gastrique, restait pendant un bon moment une controverse sur le type 2. Mais les inconvénients de la classification de Sievert, c'est bien sûr qu'elle se base sur des données pré, mais aussi péropératoires, et parfois difficiles à évaluer en présence d'une hernie hiatale ou une tumeur de gros volume où elle empiète un peu sur une ou deux des parties. On ne peut pas passer à côté d'une classification d'AJCC, classification classique TNM avec un T1 qui reste localisé à la muqueuse sous-muqueuse, un T2 qui envahit la musculeuse. Il n'y a pas de sérose au niveau de l'œsophage, donc c'est plutôt l'adventice en T3 et un localement avancé aux organes de voisinage en T4. Les N, c'est plus une classification histologique avec un nombre de ganglions envahis qu'on détermine et bien sûr le côté métastatique de la tumeur. Et cette classification est surtout un intérêt pronostic où, comme on voit ici, les pesticades sont associés à quand même une survie à 5 ans qui est assez importante, 80%. On les noie de les voir sous nos contrées et qui descend jusqu'à moins 20% pour des tumeurs beaucoup plus avancées. Avec l'avènement des techniques d'écho-endoscopie et son affinement, on a vu aussi surgir la classification de Paris où les tumeurs étaient classifiées, c'était des tumeurs superficielles qui étaient classifiées selon leur morphologie, à l'endoscopie, où elles étaient bourgeonnantes ou en relief, assez aplaties ou alors creusantes. Et en histologie, en écho-endoscopie, on déterminait les couches
les différentes couches d'écogénicité différentes et qui nous a permis de définir une classification des tumeurs superficielles selon l'écho-endoscopie. Pour le diagnostic reste essentiellement endoscopique, se base sur la fibroscopie haute avec multiples biopsies, mais des biopsies négatives ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tumeur, il faut les refaire. Il faut définir la distance de la tumeur par rapport aux arcades dentaires, ce qui va essentiellement conditionner le traitement chirurgical aussi, d'autant plus chirurgical après. Une coloration vitale est nécessaire pour déterminer l'étendue de l'endobrachiosophage et bien sûr une recherche d'autres localisations synchrones est importante en présence de ces facteurs de risque. Pour le bilan d'extension, il est très important de retenir que le délai entre le bilan d'extension et la prise en charge chirurgicale ou thérapeutique doit être le plus court possible et il est fortement recommandé que ce soit inférieur à 1 mois vu la grande agressivité de cette tumeur. Un examen clinique complet, bien sûr, en cherchant entre autres le fameux ganglion de Troisier et une tomodensitométrie corps entier à la recherche de métastases ou adénopathie scano-visible. En seconde intention et en l'absence de métastases, une écho-endoscopie peut être pratiquée et même recommandée pour les tumeurs qui restent relativement petites. À la recherche d'adénopathie périphérique, on ira ponctionner pour mieux stadifier la tumeur. Une scintigraphie osseuse n'est pas de pratique courante et un scan cérébral n'est prescrit qu'en cas de signe d'appel. En option, quelques auteurs rapportent l'intérêt d'une échographie susclaviculaire avec une cytoponction de l'adénopathie si elle est visualisée. La TEP gagne beaucoup d'intérêt ces derniers temps, mais reste réservée à des tumeurs qui sont non métastatiques, chez qui on prévoit une résection. Et la laparoscopie avec ou sans échographie opératoire affine la stadification, essentiellement la stadification des métastases hépatiques. La recherche de synchrone ORL est bien sûr trachéobronchique et doit être pratiquée. Quand on parle d'imagerie, là je vais un tout petit peu sauter, un peu du coq à l'âne, c'est l'évaluation du traitement néoadjuvant. Avec l'avènement de la radiochimio préopératoire, de la chimio préopératoire, les radiologues sont un peu dans l'embarras parfois pour l'évaluation des tumeurs gastriques. Bon, c'est vrai que la fibro reste relativement objective, mais pour l'écho-endoscopie, elle est énormément faussée par les phénomènes inflammatoires induits par la radiothérapie et par la fonte tumorale induite par la chirurgie. Donc le PET scan est encore en cours d'évaluation pour les patients ayant eu de la radiochimio néoadjuvante et garde quand même une place pour identifier les non-répondeurs après chimiothérapie et ne pas passer à côté des résécables qui vont évoluer. À ce jour, aucun examen n'est vraiment fiable en matière d'évaluation du traitement néoadjuvant pour faire un downstaging en matière de chirurgie. C'est-à-dire que la décision chirurgicale, comme on le disait dans le temps pour le rectum, au jour d'aujourd'hui, la décision chirurgicale pour une jonction doit être essentiellement prise au diagnostic en pré-traitement néoadjuvant. La chirurgie a connu quand même un certain essor, parce que moi je me rappelle quand j'étais toute jeune externe, un cancer de l'œsophage, ça durait quelque chose comme 7 heures. C'était ma première chirurgie avec Dr Zauch, feu Dr Zauch. Donc, avec le temps, l'expérience des chirurgiens s'est affinée, les moyens des chirurgiens se sont énormément affinés, et on a appris aussi à ménager nos patients et à les préparer pour la chirurgie. Donc, et ça, c'est exactement les principaux facteurs de mortalité pour une chirurgie du cancer de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique. C'est l'expérience du chirurgien et l'état général du patient. Donc, pour répondre un peu à la partie chirurgie, on se doit se poser 3 questions. Quel patient opérer? Quel type de chirurgie on retient? Et quel timing on retient pour cette chirurgie? Quel patient?
tout le monde connaît les facteurs, les fameux critères de non-opérabilité, qu'ils soient absolus ou relatifs, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, une insuffisance hépatique avec une cirrhose contre-indique la chirurgie. Un patient en mauvais état avec un ASA supérieur à 3 et une contre-indication absolue à la chirurgie. Et relativement, la perte de poids reste, quand elle n'est pas corrigée, après renutrition, reste une contre-indication. Chirurgicalement parlant, on ne va pas s'attaquer à un œsophage qui adhère à plus de 90% de la circonférence de l'aorte, ou alors qui soit métastatique en ganglionnaire ou en viscéral. Il faut noter que pour la jonction œsogastrique, les ganglions cœliaques ne sont pas considérés comme des adénopathies métastatiques. Qui opérer? Il est bien sûr de plus en plus important de préparer nos patients qui sont déjà dénutris, en mauvais état général quand ils arrivent avec une tumeur de la jonction. Donc il est très important de les préparer pour la chirurgie, qui est une chirurgie lourde et très consommatrice en immunité et en force. Donc l'arrêt du tabac est obligatoire au moins un mois avant la chirurgie. Une kiné respiratoire, si on projette un abord thoracique, est fortement recommandé. L'hygiène buccale et dentaire, une renutrition, et s'il le faut, par voie entérale, par jéjunostomie ou gastrostomie. La gastrostomie percutanée n'étant pas contre-indiquée, même si on projette de faire une chirurgie, une plastie gastrique. Et une immunothérapie pendant 7 jours en préopératoire est recommandée. Le type de chirurgie qu'on retiendra, en fait, cette chirurgie doit être bien sûr carcinologique, cela va de soi, parce qu'elle va conditionner le pronostic vital. On passe d'une survie approchant 50% pour les R0 à une survie qui approche le zéro pour des résections qui ne sont non carcinologiques. Les chirurgies palliatives avec des tumeurs qui sont résécables, à ce jour, n'ont plus lieu d'être, avec tous les traitements de soins de support, de radiothérapie palliative qu'on peut avoir. La mortalité de ces chirurgies palliatives est considérée trop importante et sans bénéfice. Les types de chirurgie qu'on retient pour les jonctions œsogastriques sont bien sûr la fameuse intervention de Levi-Santi où on résèque la totalité de l'œsophage en remontant jusqu'en cervical et la petite courbure gastrique. Pour l'œsogastrectomie totale, on enlève tout l'estomac avec l'œsophage proximal et la gastrectomie totale est pratiquée pour certaines formes de la tumeur. L'œsogastrectomie polaire supérieure, où l'intervention, essentiellement Levi-Santi, celle qui est la plus utilisée, est une intervention qui peut être pratiquée soit par voie transthoracique ou transiatale. Transthoracique, c'est-à-dire qu'on va faire une thoracotomie. Transiatale, où on va passer on va élargir le hiatus œsophagien pour faire notre œsophagectomie. Certaines études ont comparé la voie transthoracique à la transiatale. Elle apparaît bien sûr que la transthoracique a beaucoup plus de complications respiratoires, puisqu'il y a une thoracotomie qui est faite, et a un peu plus de mortalité, mais qui reste non significative. Ceci dit, en matière de ganglions prélevés, la transthoracique donne un meilleur jour au chirurgien et donc une meilleure dissection ganglionnaire. Le gain de survie, il y a juste un petit décalage ici, en fait, c'est la transthoracique qui lui donne un gain de survie à 5 ans de 17% pour les Sievert 1 et de 1% qui est relativement négligeable pour les Sievert 2. Je ne pouvais pas parler de chirurgie sans emprunter ces petites plaques à la rencontre francophone en carcinologie où une toute petite révolution, il n'y a pas trop de révolution chirurgicale en matière
d'œsophage. Mais là, les Sémiro, en fait, on en a parlé déjà en 2012, où ils comparaient la célio à la laparotomie et prouvaient que la célio pouvait aussi bien faire, mais avec moins de morbimortalité. C'était un peu la coqueluche de l'époque. Et là, on compare une thoracotomie à une thoracoscopie, ou avec un abord latéral gauche par 3 trocars, associé à une laparoscopie abdominale. Et dans cet essai, essentiellement des cancers de l'œsophage, mais et aussi des Sivert 1 qui ont été inclus. Et l'objectif principal était la morbidité majeure, c'est-à-dire les complications pulmonaires, les complications pulmonaires et les fistules, etc., à 30 jours, donc en post-opératoire immédiat, mais en objectif secondaire. Mais en objectif secondaire, la morbidité à distance, la mortalité à distance et la survie sans récidive et la survie globale ont été étudiées, ainsi que la qualité de vie. Et il apparaît que, là c'est un peu les populations qui ont été étudiées, il apparaît que justement la laparoscopie ou le tout mini-invasif hybride fait beaucoup mieux, avec une réduction de 69% de la morbidité grave par rapport au groupe laparo-thoracotomie, avec voilà, avec une survie qui tend vers l'amélioration sans être significative. Donc au total, l'approche mini-invasive hybride, associant thoracoscopie et célioscopie abdominale, réduit drastiquement quand même le taux de complications sévères, dont essentiellement les complications pulmonaires. On sait tous que c'est vraiment le facteur de risque à côté des fistules immédiates qui nuit à nos patients. Il est sans impact, il fait aussi bien que la laparo en matière de résection carcinologique, et sera probablement considéré comme étant le gold standard très bientôt, mais bien sûr nécessite une expertise du chirurgien et une courbe d'apprentissage dans des centres experts. On a parlé de la chirurgie de la tumeur en elle-même. On parlera de quelques rages ganglionnaires prélevés, de quelques rages ganglionnaires préconisées. À la fin des années 90, plusieurs études s'étaient intéressées à ce sujet, surtout que les patients réséqués étaient dans 80% métastatiques en ganglionnaire, et l'envahissement ganglionnaire était un facteur pronostic majeur dans ces études. Donc, dans les études des années 90, où le taux de cancer de cardia n'était que de 30%, qui est beaucoup moins que de nos jours, au début, un curage médiastinal inférieur remontant jusqu'au ganglion interbronchique était préconisé, plus un curage D2 en abdominal. La splénopancréatectomie caudale n'était pas pratiquée de principe. Une splénectomie était pratiquée si les ganglions de l'artère splénique étaient positifs. On préconisait le prélèvement de 15 ganglions, dont 6 médiastinaux si la tumeur se situait sur le versant œsophagien de la jonction, et 25 si elle était plutôt gastrique. Le curage médiastinal dépend essentiellement de la voie d'abord qu'on va envisager. Donc pour une voie transthoracique, donc une thoracotomie, l'exposition sera sûrement meilleure. Donc on aura forcément plus de ganglions disséqués, mais on a un problème de complication pulmonaire qui est associé, et c'est pour ça qu'on y résigne un peu. La transhiétale, on a un problème d'exposition et aussi de lésion des organes de voisinage, mais elle diminue la durée opératoire et donne moins de complications respiratoires. La voie
thoraco-phréno-laparotomie gauche est de plus en plus délaissée, même si elle donne un jour satisfaisant aussi bien en abdominal qu'en thoracique. Le curage abdominal, en cas d'œsogastrectomie polaire supérieure, il prélèvera les ganglions paracardio droite et gauche, la petite courbure, les gastriques gauches au coronaire, stomachique et cœliaque. S'il s'agit d'une gastrectomie totale, l'étendue du curage reste débattue à un D2 versus D1. Il n'y a pas de bénéfice réel de survie à pratiquer un curage type D2, donc en périgastrique étendu aux gros axes. Mais augmente la mortalité et la morbidité en cas de splénopancréatectomie surtout. Donc, un compromis a été trouvé avec un curage D1,5, donc un D2 sans splénectomie, sans splénopancréatectomie caudale. Si on revient à la principale classification, donc la classification de Sievert, pour un Sievert 1, on pratiquera une œsogastrectomie polaire supérieure par voie transthoracique de préférence. Si la thoracotomie est contre-indiquée, on fera une transsiatale. La marge supérieure doit être d'au moins 8 cm, la marge inférieure d'au moins 5 cm et la circonférentielle, la clairance doit être supérieure à 1 mm. L'étendue du curage rapportera au moins 15 ganglions dont 6 médiastinaux et le curage cervical n'est pas recommandé. Pour le type 2 de Sievert, l'œsogastrectomie polaire supérieure reste recommandée, mais une œsogastrectomie totale peut être pratiquée si on sait qu'il n'y aura pas de risque d'envahissement de la sexe de trait. Ainsi, on est sûr de ne pas avoir de risque d'envahissement de la tranche de section gastrique. Le prélèvement d'au moins 15 ganglions, dont 6 médiastinaux, est recommandé et le cervical n'est toujours pas recommandé, bien sûr. Pour le type 3, la gastrectomie totale avec œsophagectomie distale est pratiquée avec les mêmes règles carcinologiques que pour un cancer de l'estomac. Une marge supérieure d'au moins 5 cm, inférieure entre 2 et 3 cm, et l'extempo est faite sur les recoupes œsophagiennes. Une anastomose en Y, et un élargissement avec une anse montée et un élargissement aux organes de voisinage pour une résection R0. 25 ganglions sont demandés à l'examen histologique et après un curage type D1,5. J'ai comme un petit souci, j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne présentation. Mais là, c'est les anastomoses après gastrectomie totale. On peut soit monter, soit monter une once jejunale interposée, qu'elle soit en anastomose directe termino-terminale ou avec un réservoir en J. La plus pratiquée reste l'anastomose à la roue, avec un principe en Y monté, une anastomose terminolatérale ou une anastomose sur un réservoir. Quel résultat pour la chirurgie? Ça dépend, comme on disait tout à l'heure, essentiellement pour les stades d'AJCC, avec une survie qui passe de 60% pour les stades 1B à une survie quasi nulle pour les stades beaucoup plus avancés. Les facteurs de risque principaux de récidive restent l'envahissement ganglionnaire et l'atteinte de la séreuse. J'ai délibérément un peu sauté la partie complications immédiates parce que c'est un monde avec ses prises en charge, etc. Donc, je n'ai pas parlé de tout ce qui est fistule immédiate. Pour les complications fonctionnelles à distance de cette chirurgie, elles seront essentiellement liées à la perturbation de la motricité, à l'altération de la fonction sécrétoire gastrique et aux conséquences de la vagotomie. Le dumping syndrome, c'est la complication essentielle de la chirurgie gastrique, enfin œsogastrique, présent chez 20 à 50% des malades après chirurgie gastrique ou œsophagienne. Il peut être précoce
survenant juste à la fin des repas ou plus tardif, lié à une hypoglycémie survenant 1 à 2 heures après les repas. Les signes généraux, c'est des douleurs abdominales, des diarrhées, des palpitations. Il régresse en général. C'est pas la version finie. Il régresse en général en quelques mois. Certaines formes sévères persistent chez des patients. Des mesures hygiéno-diététiques permettent de diminuer de diminuer ces symptômes. On a rarement recours à un traitement médical. Et en seconde intention, on peut ajouter soit de la pectine, soit de la gomme agar. La somatostatine, surtout dans sa forme LP, peut énormément améliorer ces patients. Pour les autres complications, c'est seulement la diarrhée qui est liée à un mécanisme osmotique, une insuffisance pancréatique exorchine, mais rarement sujette à supplémentation. La dysphagie est la complication la plus fréquente qui arrive, et elle est due dans 90% des cas à une sténose. Ce qui est à retenir, c'est que devant toute dysphagie survenant au décours d'une chirurgie pour un cancer de la jonction œsogastrique, il est important de rechercher une récidive tumorale ou tumorale leucorégionale avant d'aller dilater les patients. La sténose survient dans 20 à 30% des œsophagiectomies, 10 à 15% après gastrectomie. Elle est liée à une ischémie de la tranche de section principalement. Les syndromes de Lens en Y de Roux survient chez un tiers des patients et lié à une malfaçon chirurgicale essentiellement favorisée par une once mentée qui est beaucoup trop longue. Et en général, on n'arrive pas vraiment à améliorer les patients, même si la stimulation électrique de l'once mentée est de plus en plus pratiquée, mais avec des résultats controversés. La stase de la plastie gastrique avec un greffon gastrique qui est un peu trop large, il met en jeu le pronostic même vital du patient parfois avec des pneumopathies d'inhalation très fréquentes. Et on va lier ça avec un tube gastrique qui est un peu plus fin de 3 à 4 cm. Je vais faire un peu plus vite. Le reflux survient chez 60% des patients opérés. Les complications nutritionnelles, voilà. Ce qui est à retenir, bon, je vais peut-être passer la partie l'adénocarcinome localisé. Ce qu'il faut savoir, c'est quand c'est des cancers qui sont superficiels, on tentera le traitement endoscopique pour des lésions qui sont localisées inférieures à 2 cm sans ulcération. Si elles sont plus importantes, on passera à un traitement chirurgical qui sera pour des Sievert 1, une œsogastrectomie polaire supérieure. Pour les deux, on peut faire les deux interventions. Et pour les trois, c'est une œsogastrectomie totale. Quel timing? Je ne vais pas m'attarder dessus. Ma collègue va vous en parler en long et en large. Ce qui est sûr, c'est qu'on a approuvé que la chimio pré-op fait beaucoup mieux que la chirurgie tête toute seule et que la radio-chimio pré-op, radio-chimio pré-op fait beaucoup mieux que la chirurgie toute seule pour des tumeurs un peu plus que superficielles. Voilà, je vous remercie. Je suis désolée de vous avoir... Merci, Dr. Mchala, pour cette présentation.